Donc bonjour, je m'appelle Jean-Claude Weinling, j'ai 60 ans, je suis un gamin du Neuhof, de la rue Belge, qui était à la limite du Neuhof et du Stockfeld, donc on nous appelait les Stockfeld Indianer à l'époque. Et aujourd'hui, j'habite dans un village qui s'appelle Pfülgrisheim. J'ai une carrière un petit peu éclectique, puisque je suis sorti de l'école avec un BEP de mécanicien, j'ai fait des cours du soir, je suis devenu informaticien, puis j'ai encore une fois changé de métier, je suis devenu directeur commercial d'une entreprise qui fabrique des meubles et du sol stratifié. Ça m'a donné l'occasion de voyager dans le monde entier pour chercher des clients. Et puis voilà, aujourd'hui, tout ça, c'est derrière moi et je suis très fier de ce que j'ai pu faire. Au niveau de mes passions, j'ai une très grande passion pour l'histoire, l'archéologie alsacienne et également pour la littérature, surtout la littérature du 19e siècle. Voilà ce qui me définit le mieux, je dirais. L'Alsace, par rapport à ce qu'on peut imaginer ce qu'elle est, c'est un petit peu l'Alsace de notre enfance, les images d'Épinal en quelque sorte qui nous restent et avec lesquelles on continue de vivre et qu'on continue de voir, même si le quotidien aujourd'hui n'est plus tout à fait en phase avec ce qu'on nous avait inculqué à l'époque. Et moi, la plus belle image que j'ai de l'Alsace de mon enfance, c'est un livre que j'avais découvert à l'époque lorsque j'ai appris à lire, à 6 ans, dans la bibliothèque paroissiale, qui s'appelait Baudry. Et ce livre, pour moi, était une véritable révélation. Ça se composait en 3 parties différentes. En haut, il y avait une bande dessinée, il y avait en dessous l'histoire de ce Baudry, et tout en bas, il y avait l'histoire de l'Alsace en phase avec ce garçon qui traverse donc les différentes époques. Et je pense que j'ai toujours un petit peu gardé cette image de Baudry quand j'allais, par exemple, voir mes grands-parents au Saint-Odile, quand ils étaient adorateurs perpétuels, ce mur païen me rappelait les aventures de Baudry, et ainsi de suite, jusqu'à la libération de l'Alsace en 1945 par les troupes alliées. Et je pense que ça, c'était le fondement de mon... comment dirais-je, des images d'Épinal que j'ai toujours gardées de l'Alsace et dont je pense qu'il faut ne jamais l'oublier. Je pense que l'Alsace, d'abord, c'est une terre de Strasbourg, la ville des rues. C'est une terre de croisement. On peut être alsacien depuis toujours, et puis on peut être alsacien d'un jour. Et ça, je pense que c'est une des particularités de l'Alsace. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est même un petit peu là que le bas blesse, c'est qu'on n'a pas donné assez le sentiment aux gens qui étaient d'horizons divers, qu'ils étaient tout aussi alsaciens que ceux qui étaient là dont les ancêtres étaient là depuis des siècles, parce que l'Alsacien est celui qui vit en Alsace. Voilà ma définition de l'Alsacien. Moi, j'étais dans ce qu'on appelait l'ancien Neuhof, donc à la limite du Stockfeld. Les Stockfeld Indianer étaient un milieu très ouvrier, où j'ai eu une jeunesse très heureuse. J'avais des dizaines de copains, on était des trentaines à courir après un ballon, et parfois crevés d'ailleurs, et ça ne nous empêchait pas d'être très très heureux. Et après, quand on arrive à l'adolescence, évidemment, on veut un petit peu s'affirmer d'une autre manière. Alors on disait « Ah, au Stockfeld, wenn's glitzert in der Nord, ist kein Schokolade-Papier », pour faire peur aux gens, et ce qui voulait dire donc la nuit, lorsque ça scintille chez nous, c'est pas du papier à chocolat, attention, hein. Mais évidemment, on n'était pas plus méchants qu'ailleurs, mais c'était juste une manière de rouler les mécaniques. Et je me souviens aussi à l'adolescence de tout cet argot que nous avions développé entre copains en alsacien, et donc je pense qu'aujourd'hui il y a énormément de significations qui ont peut-être disparu ou qui ne sont plus du tout, enfin dont plus que très peu de gens connaissent encore la signification. Je ne sais même pas si cet argot était spécifique au Stockfeld ou s'il était parlé de la même manière dans les autres coins de Strasbourg ou à la campagne. À la campagne, certainement pas d'ailleurs. Parce que j'avais mes grands-parents qui habitaient à Wilgotheim, et donc j'ai passé énormément de week-ends à Wilgotheim chez ma maman qui avait un bistrot qui s'appelait l'Auberge du Kokersberg. Et là-bas, les mentalités étaient totalement différentes. L'humour, d'ailleurs, aussi était totalement différent. Et donc, oui, il y a quand même... Je pense que notre façon de parler que nous avions au Stockfeld n'était pas celle de toute l'Alsace. En fait, on parlait l'alsacien
entre Alsaciens, évidemment, mais on parlait aussi alsacien lorsque certains copains francophones étaient avec nous, parce qu'eux avaient bien compris qu'il y avait un humour alsacien, il y avait une façon de rigoler en alsacien qui n'était pas la même, qui n'était pas pareille au français, et donc qui faisait l'effort d'essayer de comprendre notre humour alsacien, et donc ça nous a parfois généré des vrais moments de fou rire quand ses copains voulaient aussi parler l'alsacien, et quand, pour parler d'un ransort, ils disaient un genuseri ou des choses comme ça qui nous ont vraiment beaucoup amusés. Et à cette époque-là, ouais, donc nos copains francophones faisaient l'effort d'apprendre les gros mots. Évidemment, ça c'est la toute première chose qu'il faut savoir en alsacien quand on veut s'exprimer. Et tout le reste. Voilà. Un Alsacien, pour moi, c'est quelqu'un qui vit en Alsace. Ça, c'est la définition de l'Alsacien. C'est pas l'Alsacien qui descend des Alamans, qui sont là depuis 1600 ans, et de dire « Ah oui, lui, ses ancêtres, aussi loin qu'on puisse revenir en arrière, sont des Alsaciens ». Non, pour moi, un Alsacien, c'est quelqu'un qui vit en Alsace. S'il y vit un jour, il sera Alsacien d'un jour. S'il a toujours vécu là, ça sera un Alsacien de toujours. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a une ethnie, ou aujourd'hui, ce sont des termes qui sont difficiles à utiliser, parce qu'on ne sait plus toujours très bien comment on doit les utiliser, mais je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a un Alsacien de souche soit à considérer d'une autre manière qu'un Alsacien qui n'est pas un Alsacien de souche. L'Alsacien est la personne qui vit en Alsace. J'espère que c'est une définition que beaucoup de gens partagent, parce qu'au final, l'Alsace a toujours été une terre où il y a eu un brassage. Il y a eu un brassage après la guerre de 30 ans, il y a eu un brassage au début du XXe siècle de gens qui venaient d'origines diverses. Et ces gens, aujourd'hui, quand on les croise dans la rue, il n'y a absolument pas moyen de savoir, leurs descendants du moins, il n'y a absolument pas moyen de savoir s'ils venaient d'ailleurs ou pas. Et voilà ce qui définit, à mon avis, l'Alsacien. De toute façon, les Alamans, déjà à l'origine, c'était Alamener, c'est-à-dire c'était pas c'était pas une unité compacte. Ce sont des gens qui venaient de toutes les origines, et je pense que ces Alamener sont devenus les Alsaciens, tous les habitants de la vallée de l'Ill. Voilà ce qui pour moi définit les Alsaciens. Il n'y a pas d'Alsaciens, il n'y a pas de nationalité, il n'y a pas de race, il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas d'origine. Non, l'Alsacien, c'est celui qui vit en Alsace. Voilà. L'Alsace est un mélange, donc c'est ce que pour moi, la notion de l'Alsace, c'est un mélange depuis ses débuts, depuis les Alamans, les Alamener. Et chacun est venu avec ce qu'il avait. C'est un petit peu le principe de l'auberge espagnole, c'est-à-dire on trouve en Alsace ce qu'on y a ramené. Alors il y a des choses qui sont là depuis très longtemps. Qui est-ce qui les y a ramenées? Nos plats alsaciens à nous, le Flammekuchen, le Backauf, la choucroute, et ainsi de suite. Et alors, par après, il y a des gens qui sont venus d'abord avec des pizzas, et puis après avec des couscous ou d'autres plats. Et aujourd'hui, tous ces plats, même s'ils ne sont pas, on ne peut pas dire que ce soit des plats alsaciens dans l'image des gens, mais ces plats restent ça fait partie, ou des kebabs aussi évidemment, ça fait partie de notre nourriture. Donc oui, je ne pense pas qu'il y a un dedans et un dehors par rapport à ça, mais évidemment on ne va pas mettre un kebab ou un couscous ou un tagine dans un livre de recettes de cuisine alsacienne, non. On va plutôt se baser sur des plats historiques qui étaient issus de notre manière de vivre. Quand on faisait la choucroute, par exemple, ou le Backauf, c'est le principe de ce qu'on appelle le Eintopf, c'est-à-dire on met tous les ingrédients qu'on a à un moment donné, on les met dans un pot en terre cuite, et puis on les fait cuire ensemble. C'est ce qui a donné la potée lorraine, c'est ce qui a donné le couscous sous d'autres latitudes. Et aujourd'hui, nos plats anciens sont un petit peu la résultante de la manière qu'avaient de vivre nos ancêtres. Mais aujourd'hui, ces choses ont évolué. Donc aujourd'hui, un plat alsacien, on peut dire que pourquoi pas, oui, il y a un couscous alsacien. Je sais aussi que du côté de la Moselle, il y a un village qui a, dont je me souviens plus le nom malheureusement, qui a inventé un plat qui s'appelle la choucous.
C'est un mélange de choucroute et de couscous, et ça fait courir énormément de gens. Lorsque le village organise des banquets avec la choukous, et je trouve ça fantastique, parce qu'apparemment, en plus, c'est excellemment bon. C'est excellent, et bon, je rêve de manger un jour de la choukous, voilà. La limite, elle se place à un endroit où, quand ça vient d'un terroir, quand ça vient d'un savoir-faire, quand ça vient et que des gens sont venus d'ailleurs avec ces manières de faire chez nous et nous les ont présentées, nous les ont fait partager, voilà. Mais lorsque c'est un aliment insipide, lyophilisé, et que sais-je encore, qui n'est pas dans l'idée. Et puis c'est aussi une richesse. C'est ce que je disais avant, le Eintopf, c'est-à-dire le pot commun. On y met toutes ces richesses, et ces richesses, on vous les propose. Un aliment comme ça, industriel, n'a pas d'âme, n'a pas d'origine, n'est pas une richesse, tout simplement. C'est un élément neutre, donc on peut le manger parce qu'on n'aura plus faim, ça c'est vrai, mais c'est pas alsacien, non, ça c'est pas vrai. Et encore une fois, aux quatre coins du monde, vous allez manger exactement le même hamburger, non, ça c'est juste pas possible. Et donc, non, je pense que peut-être aussi, et d'ailleurs, quand vous mangez grec en Alsace, ou quand vous mangez chinois en Alsace, ou quand vous mangez thaïlandais en Alsace, c'est quand même quelque part une cuisine alsacienne, parce que moi qui ai été dans tous ces pays, je peux vous certifier que là-bas, ces aliments n'ont pas la même saveur. Ils sont tout aussi bons, mais ce n'est pas le même goût. Pourquoi ? Parce qu'ici, on les fait avec les ingrédients d'ici, et là-bas, on les fait avec les ingrédients là-bas, et en plus avec les goûts culinaires aussi. Je vous mets au défi de manger du thaïlandais comme eux le mangent. Vous explosez, quoi. Et donc évidemment, quand vous mangez thaïlandais ici, ou quand vous mangez chinois ici, j'étais vraiment une vingtaine de fois en Chine, ça n'a absolument rien à voir avec ce que vous trouvez ici dans les restaurants chinois. Donc même si c'est chinois, même si c'est estampillé chinois, ça reste une cuisine quand même qui a, d'une certaine manière, des relents alsaciens. Aujourd'hui, l'Alsace, ou même on peut revenir 100 ans en arrière, l'Alsace, c'était celle des Alamans. Est-ce que c'était celle de toutes les personnes qui sont venues repeupler l'Alsace après la guerre de 30 ans? Est-ce que ce sont les Français qui sont venus après 1918 pour redonner une autre apparence à l'Alsace que celle qu'elle avait pendant la période du Reichsland, ou peut-être d'ailleurs même quand les autorités, les administrations allemandes sont venus s'installer ici? Je pense qu'il n'y a pas d'origine unique, et donc, et ça qu'on le veuille ou non, peut-être que des endroits plus isolés comme la Corse ont peut-être une autre origine plus simple et plus comment dire, ouais, plus unique. Chez nous, c'est pas le cas, c'est pas vrai. Et ça, justement, moi qui aime beaucoup l'histoire, je peux vous certifier qu'il n'y a pas qu'une origine de culture alsacienne. Non, l'Alsace a toujours été un endroit où il y a plein de gens qui sont venus dans un sens, dans l'autre, qui sont restés, d'autres sont repartis, qui a été malmené par moments, par les gens qui sont venus. Et c'est vrai que, les Alsaciens n'ont pas toujours eu la tâche facile, mais l'Alsacien, de manière générale, n'est pas belliqueux, n'est pas résistant à ce qui vient de l'extérieur. On ne peut pas dire que l'Alsacien ait pris souvent les armes par le passé. C'est juste pas dans sa mentalité. Hein. C'est pas une question de courage ou de quoi que ce soit. Hein. Mais on peut pas dire que l'Alsacien est manqué de. Non, l'Alsacien prend les choses comme elles viennent. C'est une des particularités d'ailleurs de l'Alsacien. Ce n'est pas un combattant, c'est quelqu'un qui a plutôt des facultés d'adaptation. Et je pense que dans certains cas, c'était une très bonne chose, plutôt que de laisser le pays se mettre à feu et à sang pour une autorité avec laquelle, ma foi, peut-être qu'on pouvait s'en accommoder. Hein. Je ne parle évidemment pas des périodes les plus troubles et les plus difficiles de notre histoire. Hein.
mais je parle plutôt des gens qui venaient d'un peu partout. Il y a eu un moment des protestants qui sont venus, il y a eu toutes sortes de gens qui sont venus parfois d'origines diverses, et on était bien content d'avoir tous ces gens qui viennent et qu'on a accueillis. Je ne sais pas si on les a toujours bien accueillis, mais en tout cas, avec le recul, qu'on est content d'avoir pu accueillir. Là où le bas blesse avec l'image de l'Alsace, c'est que là où, effectivement, l'Alsace a un petit peu fauté, c'est qu'on n'a pas su mettre en avant une singularité. Et il n'y a pas la notion d'appartenance à une région, à une culture, n'a pas assez été développée et on n'a pas assez intégré les gens d'origine diverse, ou peut-être que ça va se faire encore, pour dire, voilà, vous êtes Alsaciens comme nous, et nous sommes tous Alsaciens. Moi, je trouve qu'il faudrait qu'on fasse même une grande fête des Alsaciens d'un jour, des Alsaciens de toujours. Nous sommes Alsaciens. À partir du moment où vous venez vous installer ici pour un temps, vous êtes Alsaciens. Le jour où vous en repartez, vous ne l'êtes peut-être plus, ou vous emmenez peut-être une partie de l'Alsace avec vous, et c'est très bien. Mais par contre, il n'y a pas de... oui, je pense qu'effectivement, il faut c'est ce qui manque vraiment, c'est la singularité, l'appartenance. En Alsace, c'est qu'on a été trop ouvert et qu'on s'est un petit peu... on s'est un petit peu mondialisé de manière exagérée en Alsace, oui, certainement. Moi, ce que je trouve qui singularise l'Alsacien, c'est son humour, hein, indéniablement. Hein. C'est un humour qui n'est ni allemand ni anglais, qui est parfois un petit peu caustique d'ailleurs, et qu'on retrouve dans toute l'histoire de l'Alsace. Hein. Évidemment, on adore se moquer du monde, et on a des revues aujourd'hui qui marchent très bien et qui font rire énormément de gens, que ce soit en alsacien ou en français. On avait, au tournant du 19e, 20e siècle, plus de 35 revues satiriques qui n'ont pas paru toutes en même temps parce que certaines ont été fermées, ont été empêchées de publier pour cause de censure et qui ont rouvert sous un autre nom, et où on aimait rire. Je pense à Sébastien Brandt aussi, avec sa Nef des Fous, quand le monde a créé, enfin quand l'Occident a découvert l'humanisme en Alsace, on a trouvé le moyen d'en rigoler. On a fait la Nef des Fous. Sébastien Brandt a fait la Nef des Fous, où il se moque des gens, et d'ailleurs c'est un livre qui reste étonnamment d'actualité. Et même on peut même revenir beaucoup plus loin encore en arrière sur cette singularité, cet humour alsacien. Je pense au Walter Illid, qui a été écrit au Xe siècle, et dont la première trace écrite date à peu près de cette époque, mais les faits se passent au Ve siècle, où déjà il y a trois personnes qui se battent et qui n'arrivent pas aucun n'arrive à triompher des autres. Donc, et il y en a un qui perd une jambe, l'autre il perd un bras, le troisième il perd un œil et la moitié de sa figure. Et qu'est-ce qu'ils font à la fin? Ils s'asseyent ensemble, ils mangent ensemble. Une dame qui est dans l'histoire aussi vient les soigner, et puis chacun se moque de l'autre, où ils disent voilà, maintenant on est bien avancés tous les trois. Et à une époque où on parle d'héroïsme et ainsi de suite, en Alsace on écrit une épopée où on se moque de s'être pris comme ça dans une folie guerrière et de s'être mutilés les uns les autres, et que ça n'a absolument rien servi. Voilà. L'humour alsacien, pour moi, remonte jusqu'au Ve siècle. Et il y a certainement encore beaucoup d'autres exemples que je ne connais pas et qui pourraient alimenter ce point de vue. Donc, une des singularités de l'Alsace, c'est son humour, c'est son autodérision, oui, voilà, ce qui nous singularise principalement. Et il y a aussi les Beethoven, enfin, on aime rire, on aime s'amuser, et c'est justement ce qui nous permet aussi de nous acclimater à plein de choses. Une des singularités de l'Alsacien aussi, c'est une faculté d'adaptation aussi. Justement, en prenant les choses à la rigolade, ça peut-être que ça évite parfois des frictions. L'Alsacien a plutôt tendance à faire le dos rond et à adapter son comportement et à continuer à penser ce qu'il veut. On l'a aussi vu pendant la période du Reichsland, où il n'y a pas eu d'opposition guerrière. Il y a une opposition de pensée et comment dire, et de comportement parfois aussi, mais en aucun cas ça a été belliqueux. Et je pense que ça, c'est une particularité de l'Alsace, et je pense
même, dans une certaine manière, que c'est une force de pouvoir s'adapter à un environnement qui n'est pas forcément celui qu'on aurait souhaité avoir. Et donc, une des façons de s'en défendre, c'est d'en rire. J'ai entendu une fois un médecin urgentiste qui disait « plus la situation est critique, plus il faut savoir en rire », parce qu'il faut évidemment savoir prendre du recul pour ne pas se laisser déborder. L'incorporation de force, ça fait rire personne, ça par contre, ça c'est sûr, je le sais, mon grand-père était un incorporé de force, qui est revenu heureusement du front de l'Est, et que j'ai un petit peu connu, jusqu'à l'âge de 11-12 ans à peu près. Et là, par contre, ça c'était quelque chose qui n'a pas fait rire. La période du nazisme est une période abominable, où personne n'a ri de rien. Là, par contre, l'humour avait disparu, et on a par après eu quelques comment dirais-je, quelques personnes qui ont essayé d'en tirer une certaine, je presque envie de dire légèreté, mais c'est même pas le terme. Je pense entre autres à la pièce de théâtre Mensch rette man im Telefon, que tu connais évidemment, où on essayait de rendre les choses un petit peu plus vivables, je dirais, dans l'esprit des gens, et où, encore une fois, on essayait d'adoucir les mœurs par la comédie. Mais évidemment, la période de l'incorporation de force n'était pas une période où l'Alsacien a pu vraiment s'adapter. Il y a des choses abominables qui se sont passées à cette époque. Et là c'était juste plus possible d'en rire. Non, là, il y a quand même des limites qu'on ne peut pas... Le multiculturalisme, je peux en parler, étant donné que j'ai vécu au Neuhof, j'ai vécu à côté d'un quartier de gens qui venaient d'origines diverses. Et donc, en toute honnêteté, ça n'a pas été facile tous les jours. Il y a eu des moments de friction, ça c'est clair. Et je pense qu'effectivement, je ne suis d'aucun bord politique, je tiens à le préciser, je n'ai même pas d'avis, à vrai dire, mais je pense quand même qu'on a des lois en France et qu'on aurait été bien inspiré pour que tout le monde puisse vivre ensemble, que toutes ces lois soient respectées de la même manière par toutes les personnes. Mais bon, là, on rentre sur un sujet qui est beaucoup plus délicat. Mais par rapport à ça, je pense que là, il y a parfois eu peut-être un laxisme, aussi peut-être parce qu'on est alsacien et qu'au début, on ne voit pas le mal et que des débordements auraient dû être dès le début jugulés pour éviter qu'il y en ait d'autres derrière. Et je pense d'ailleurs qu'aujourd'hui, les choses se cristallisent encore beaucoup plus parce que mes souvenirs d'enfance, il y a 40 ans et 50 ans en arrière, il n'y avait pas une jeune fille voilée au Neuhof, ça n'existait pas. Et aujourd'hui, ces gens, certaines parties de ces gens se sont recentrés pour une raison que j'ignore, peut-être qu'on a une part de responsabilité, les Alsaciens qui étaient là quand ils sont venus, mais aujourd'hui, il faut absolument apprendre. On peut être multiculturel, on peut vivre avec des gens qui ont des ethnies, des comportements, des traditions différentes des nôtres, mais à partir du moment où chacun respecte l'autre. Et aujourd'hui, on a parfois des choses qui ne marchent pas comme elles devraient, ça c'est sûr. Être alsacien, c'est vivre en Alsace et se comporter de manière, avec 36 000 langues, mais de se comporter de manière correcte avec les gens qui vous entourent. Voilà ce que c'est l'alsacien. Évidemment, la personne qui vient ici et qui reste centrée sur une manière de faire qui comment dirais-je, est préjudiciable pour les gens autour, il est peut-être alsacien, mais à mes yeux, il n'est pas un bon alsacien. Un alsacien, encore une fois, c'est quelqu'un qui ouvre les bras. Voilà ce que c'est un alsacien, à mes yeux. Mais quelqu'un qui vit ici et qui n'a pas un comportement adéquat, de toute façon, que ce soit ici ou ailleurs, c'est difficilement vivable. Une société comme ça ne peut pas vivre, ne peut pas exister.
L'héraldique alsacienne, qui se rattache à l'héraldique allemande, est totalement différente de l'héraldique que vous retrouvez dans le centre de la France. Il y a, en Alsace, par exemple, n'existe pas ce qu'on appelle les brisures, c'est-à-dire lorsqu'un cadet d'une famille fondait son écu, créer son armoirie, ses armoiries, il rajoutait un petit détail à celui aux armoiries de l'aîné. En Alsace, ça n'a jamais existé. En Alsace, on s'est différencié avec le cimier, c'est-à-dire la partie qu'on portait au-dessus du casque. Et comme ça, il y a des choses qui sont très différentes dans l'armoirie alsacien. Et entre autres, je pense au grand héraldiste français Michel Pastoureau, qui a fait un travail fantastique. On voit dans ses écrits qu'il a surtout étudié les armoiries françaises, l'héraldique française, et on voit que l'héraldique allemande, germanique et alsacienne, donc, il s'y est beaucoup moins intéressé, parce que s'il l'avait fait, il aurait vu qu'il y avait plein de particularités qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et donc, l'histoire, en fin de compte, comment dire, peut-être pourquoi je me suis lancé dans l'histoire, peut-être aussi à cause d'une sorte d'injustice, je dirais. C'est-à-dire à l'école, on vous apprend depuis, du moins à l'époque, moi j'allais à l'école, que nos ancêtres les Gaulois étaient blancs et les yeux bleus. Bon, ça c'est la phrase type. Et après, on nous apprend l'histoire de France, en fin de compte, alors que l'Alsace s'en est détachée avec le traité de Verdun en 842. Et est redevenue pour partie française en 1648. Donc pendant 800 ans, on nous apprend une histoire qui n'est pas celle de notre région. Et c'est donc dans ce fameux livre de Baudry, justement, j'ai trouvé l'histoire de notre région qui n'était pas toujours la même que celle de l'histoire de France. Entre autres, les épisodes de la guerre de 30 ans n'ont absolument pas eu le même impact en Alsace qu'ils ont pu avoir dans le reste de la France. Et donc, ça c'est une chose très importante pour laquelle j'aimerais que l'enseignement prenne conscience, c'est que l'histoire de l'Alsace n'est pas l'histoire de France. Et que ce serait bien d'apprendre, lorsqu'on apprend l'histoire de France, ou quand on apprend l'histoire plutôt aux enfants, qu'il y a eu des particularités alsaciennes et qui ne sont pas petites par rapport à l'histoire de France. C'est du côté d'ailleurs de Roissy, il y a un panneau qui dit ici vous rentrez en France, parce que c'est de là que le terme de France était parti. Et après, oui, c'est l'histoire d'un royaume qui s'est petit à petit agrandi, qui a intégré au fur et à mesure l'Alsace, la Lorraine, la Bretagne, le Dauphiné et tout ça, oui, et qui aujourd'hui, dont la résultante aujourd'hui est la République française dont nous faisons partie, mais ce n'est pas pour autant qu'on a partagé tout ce voyage dans le temps avec l'histoire de la France, exactement. Oui. Ce qui, moi, me semble très important en tant qu'historien, c'est qu'il faut toujours essayer, autant que faire se peut, d'estimer les événements historiques dans leur contexte historique. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose qui a beaucoup tendance à disparaître, c'est-à-dire qu'on considère les événements historiques avec les pensées et les mentalités d'aujourd'hui. Et en termes d'historien pur et dur, pour moi, c'est une erreur fondamentale. Quand à l'époque, Charlemagne a passé 4000 ou 5000 Saxons par le fil de l'épée parce qu'ils n'ont pas voulu se convertir, aujourd'hui, évidemment, on ferait des sauts, mais c'était une pratique qui était en vigueur à l'époque et n'était pas plus un assassin ou un sanguinaire ou que sais-je que les autres opposants. Et donc, je pense que là, pour bien comprendre une histoire, il faut bien comprendre l'époque dans laquelle ça s'est passé. L'histoire, ce n'est pas qu'un fait, c'est tout un contexte qu'il y a autour, et c'est d'assimiler ce contexte et surtout de ne pas venir avec des considérations actuelles. Évidemment, on peut les avoir, ces considérations, mais elles ne doivent pas rentrer dans le champ des recherches historiques. Je pense que ce serait bien qu'on redonne une identité alsacienne et qu'on redonne une certaine fierté d'Alsacien. Encore une fois, pas un Alsacien
de souche, mais des gens qui vivent en Alsace, qui sont alsaciennes. Je vois par exemple le Festival interceltique de Lorient qui donne une fierté aux Bretons. Il va qui veut, on n'a pas besoin d'être breton, mais les gens sont là-bas, font la fête et se sentent heureux d'être en Bretagne. Et moi, je trouve que ce serait une très belle chose que nous puissions, nous aussi, qui sommes quand même sur une mine d'or culturelle, il faut bien le dire, que nous aussi, nous puissions redonner cet élan et de donner envie aux gens d'être alsaciens et de se dire, mais au fait, quelle est l'origine de l'Alsace, et de se réintéresser à l'histoire, que vous veniez ou que vos ancêtres venaient de Pologne, d'Italie, du Maghreb, ou quelque part en Afrique, ou je ne sais trop où, que l'Alsace est en fait un petit peu un phénix qui doit renaître de ses cendres, comme l'Alsace a pu renaître de ses cendres après la guerre de 30 ans. Donc, une nouvelle Alsace est née, et aujourd'hui, je pense qu'une nouvelle Alsace devrait naître à partir du moment où on trouve un élément commun. Donc je pensais par exemple à une espèce de grande fête, comme les interceltiques, qui redonne cette idée d'unité et de particularité. Nous sommes en Alsace, on n'est pas chez nos voisins, que ce soit de l'autre côté des Vosges ou de l'autre côté du Rhin.